Donc bonjour et bienvenue au sein de cette table ronde intitulée Fabrique d'un projet en temps de crise. De quoi s'agit-il? De la fabrique, donc de la réalisation d'une base de données, analyse et débat, initiée par la MSH Paris-Saclay, dans le cadre de la thématique Les SHS face au Covid-19. Donc c'est une base de données qui s'est inscrite dans un cadre beaucoup plus large de la coordination nationale HS3P, un CNRS coordonné par le CNRS et l'INSERM, et intitulé donc Crise sanitaire et environnementale, humanité, sciences sociales, santé publique, et accompagné par le réseau national des maisons des sciences de l'homme. Temps de crise, bon, là, il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire puisque cette initiative et une grande part du projet se sont déroulés pendant le confinement à distance. Le confinement, bien sûr, a perturbé, a transformé ou accéléré la transformation de nos modes d'organisation. Chacun s'est adapté au contexte et a adapté ses missions. Donc, autour de la table, pour évoquer la construction de ce projet, la façon dont le travail collaboratif s'est effectué, 5 collègues et une 6e qui est devant nous, Yara, aux compétences diverses et complémentaires, qui tous ont contribué à la réalisation de cet outil. Je vais effectuer donc une présentation rapide de chacun, puis Eric nous fera une démonstration de l'outil, qui pour l'instant est en ligne, mais ce n'est pas celui que vous verrez, dont le lancement est prévu le 19 octobre. C'est dit. Chaque collègue aura quelques minutes pour évoquer son rôle dans le projet, les compétences qu'il a déployées, l'ouverture professionnelle et humaine que ce projet lui a apportée, mais aussi les difficultés auxquelles il a pu être confronté, ou bien encore les manques ou les limites. Nous laisserons ensuite place aux questions et aux débats. Nous avons prévu une vingtaine de minutes pour les échanges. Alors, par souci bien sûr de clarté, je vais présenter mes collègues les uns après les autres. Il est évident que l'intérêt de ce qui a été mené, c'est justement la collaboration des compétences et des collègues tous ensemble. Voilà, donc je vais commencer. Donc, Éric Waldener est chargé de communication à la Maison des sciences de l'homme Paris-Saclay. Il a été à l'initiative, donc avec Yara et la direction de la MSH, sur la mise en place de cette base de données. Finalement, il nous racontera, mais il a adapté un peu ses missions, puisque en tant que chargé de communication, il y avait un certain nombre de ses missions qui n'étaient plus à l'ordre du jour. Et donc, il a effectué une veille sur les implications des chercheurs autour de cette thématique dans les médias. Il s'est rapidement rendu compte que l'intérêt de relayer dans un secteur dédié sur leur site les articles de presse écrits par les chercheurs et toutes les initiatives prises par la communauté scientifique. Appels, enquêtes, ressources. Il s'est retrouvé donc devant un important corpus d'articles recueillis et il a constaté donc qu'il y avait nécessité de formaliser la veille quotidienne sur les médias. À ce moment-là, la Maison des sciences de l'homme, donc Paris-Saclay, qui a présenté la base de données, a fait appel au réseau pour les aider à monter un groupe projet capable de structurer cette initiative et de rédiger un cahier des charges. Avec nous, donc, Yara Audroge, devant, secrétaire générale de la MSH Paris-Saclay et coordinatrice du projet. Sarah Tandar, responsable du service Humanité numérique de la MSH Monde à Nanterre depuis 2016. Elle a défini donc les besoins opérationnels et fonctionnels. Elle a rédigé le cahier des charges en partenariat avec Stéphanie Lévesque. Stéphanie Lévesque, documentaliste à la MSH Ange-Guépin à Nantes. Elle a apporté son expertise en matière de gestion des flux d'informations. Elle a cerné les besoins documentaires et proposé la mise en place d'une bibliothèque partagée sous l'outil libre Zotero. Elle a proposé une méthode de travail et apporté son aide technique à partir du cahier des charges. Et elle a ensuite installé une veille automatisée avec un autre outil libre. Anne-Coralie Bonner et Elsa Bansard, donc toutes les deux ingénieures de recherche, post-doctorantes. Elles ont été recrutées en CDD en août dernier pour analyser le contenu. Elles ont présenté leurs travaux hier. Donc, bien sûr, aujourd'hui, il n'est pas question de présenter leurs travaux, mais c'est plutôt la façon dont elles ont alimenté la base de données, dont elles se sont aussi emparées de cette base de données et la façon dont elles ont travaillé. Solène Bénard, qui est avec nous chez elle, qui est graphiste indépendante, qui a été créatrice du site et à partir du cahier des charges, en collaboration bien sûr avec Yara et Eric, elle a maquetté le design et elle a effectué le lien avec l'informaticien et réalisé l'import de la base Zotero dans un outil qu'on appelle WordPress, installer, configurer le module de recherche.
Et donc moi-même, Myriam Danon-Schmitt, je suis secrétaire générale du réseau national des maisons des sciences de l'homme. Le réseau national des maisons des sciences de l'homme donc, est ce qu'on appelle un GIS, un groupement d'intérêt scientifique. C'est une infrastructure de recherche distribuée qui regroupe 22 MSH sur le territoire national. J'ai été en fait impliquée dans le groupe de travail constitué donc, de 3 MSH pilotes dans le cadre donc, de cette coordination nationale, plus Saclay. Et je dirais que j'ai eu la chance d'y avoir été associée parce que ça m'a permis aussi, au moment où Pierre-Guy Bentif et Maryse Bresson ont présenté la base de données, je dirais de rebondir et de proposer que l'ingénierie de recherche et que des collègues compétents au sein des MSH puissent apporter leur collaboration. Voilà, je dirais que j'ai profité des modifications d'organisation aussi, de la période de crise, pour proposer ce en quoi je crois fortement, et c'est la collaboration, bien sûr, entre les collègues, la complémentarité des compétences, et dans une période aujourd'hui où sciences, chercheurs et ingénierie de recherche doivent, je pense, travailler ensemble. L'ouverture, bien sûr, des données de la recherche, les outils aussi qui se complexifient doivent entraîner cette collaboration entre les uns et les autres. Et on a la chance, au sein des maisons des sciences de l'homme, d'avoir de nombreux collègues, ingénieurs, techniciens, qui peuvent accompagner nos chercheurs et qui doivent accompagner nos chercheurs. Donc voilà pour une présentation rapide des uns et des autres. Je vais laisser la place à Eric Waldener, qui va d'abord présenter la base de données et ensuite qui va donc préciser son rôle, les difficultés, etc. Et Yara interviendra peut-être, si elle le souhaite, avec Eric. Donc Eric, je te laisse la parole. Oui. Je voulais avant de vous présenter la base, je voulais revenir très rapidement sur la genèse de ce projet. Comme l'a rappelé Myriam, on s'est retrouvés confinés, privés de nos activités principales me concernant l'événementiel scientifique. Et ce temps mis à notre disposition a été consacré, pour ma part en tout cas, à développer la veille scientifique, notamment sur les réseaux sociaux. Et on s'est vite aperçu du nombre croissant d'interventions des chercheurs SHS dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et il nous a paru, au niveau de la MSH, assez rapidement intéressant de recenser toutes ces interventions en créant un espace SHS face au Covid-19 sur notre site. Sachant que sur cet espace, comme l'a rappelé Myriam, il y a cette partie analyse et débat avec un recensement de tous ces articles, mais on a souhaité aussi recenser les appels à projets qui sortaient, les appels à communication des revues, toutes les enquêtes également. Il y a eu un nombre très important d'enquêtes qui ont été lancées sur le confinement, les effets psychologiques de ce confinement, puis après ça s'est ouvert à d'autres thèmes, toujours en lien avec le confinement, l'alimentation, le télétravail, l'enseignement, l'éducation. On a ouvert également une page avec des ressources qui recensent des initiatives. Je pense notamment au carnet de l'EHESS, à l'initiative Corté Coronavirus. Et encore un peu plus tard, on a ouvert un 5e volet sur les événements scientifiques en lien avec les SHS et traitant du Covid-19. Donc, pour revenir à cette veille qui était assez empirique au départ, on s'est changé un fichier Excel avec Pierre, Maryse, Yara, et chacun mettait un peu les références des articles qu'il avait glanés au cours de ses lectures. Et on a été assez vite dépassé à la fois par le nombre d'articles, par la diversité des thématiques et aussi par nos limites techniques, tout simplement. Parce qu'on avait créé ces pages sur le site web, on avait des listes et des listes d'articles, et on s'est vite aperçu qu'il serait intéressant d'avoir un moteur de recherche, parce que les listes commençaient à devenir très 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 importantes et la consultation devenait de plus en plus difficile.
Et parallèlement, cette initiative a été reconnue comme un outil de référence bibliographique par l'INSHS et par rapport à la coordination CNRS-INSERM sur les crises sanitaires qui se mettaient en place. Donc tout ça nous a confortés dans l'idée qu'il fallait effectivement structurer cette veille, qu'il fallait la formaliser. Et pour cela, on avait besoin de compétences, de ressources. C'est pour ça qu'on a fait appel au réseau national des MSH. Et je remercie Myriam qui a tout de suite répondu présent. On a commencé à réfléchir, à se rencontrer en visio, et puis Myriam a proposé à Sarah de travailler avec nous. Stéphanie s'est manifestée aussi de la MSH Nantes pour les aspects documentaires. Et on a commencé à travailler comme ça, en visioconférence. Stéphanie apportant ses compétences de documentaliste et proposant l'outil Zotero, qui est la base de données de référence bibliographique qui alimente notre site. Je vais vous le montrer. Sarah nous a aidé à formaliser un peu notre expression de besoin, à écrire le cahier des charges, qui a permis ensuite de futurs développements informatiques. Donc je tenais à les remercier particulièrement, à la fois pour leurs compétences, mais aussi pour leur engagement et leur investissement. Je fais cette petite parenthèse parce que ce n'est pas évident pour les ingénieurs et les techniciens administratifs que nous sommes de s'investir dans des projets qui ne sont pas forcément issus de sa structure d'appartenance. Voilà. Et on a eu à cœur de valoriser leur apport. Alors, c'est des choses toutes simples, comme bien afficher leur nom dans l'équipe projet sur notre site. Leur présence aussi ici ce matin témoigne de ce souci de vraiment les intégrer à l'équipe projet et aux résultats qu'on va vous présenter. Donc voilà, cette fabrique de projets en temps de crise, c'est toutes ces compétences qui s'additionnent. Sans Myriam, pas de Sarah ni de Stéphanie. Sans Stéphanie, pas de Zotero. Sans Sarah, pas de cahier des charges. Et sans cahier des charges, pas de développement informatique ultérieur par Solène et David. Le projet a connu une nouvelle étape après avec le recrutement de Anne-Coralie Bonner et d'Elsa Bansard. Il faut savoir qu'on avait, quand elles sont arrivées mi-août, on avait à peu près 300 articles sur le site, mais on était en retard sur la reprise de ces articles sur Zotero. Il y avait à peu près une centaine de références. Et elles ont effectué un travail vraiment très très important de veille, puisqu'elles ont multiplié par 10 le nombre d'articles sur la base Zotero, ce qui permet d'avoir vraiment un nombre très important d'articles maintenant sur le site. Pour terminer, 6 mois de travail à distance, c'est ça la fabrique aussi d'un projet en temps de crise. Ça veut dire avec la souplesse que ça peut apporter, mais aussi avec les écueils et parfois les frustrations de ce travail uniquement fait à distance. Je termine en vous donnant un petit exemple. On a travaillé pendant des mois, notamment avec Sarah et Stéphanie, et j'ai eu le plaisir de les rencontrer pour la première fois de visu hier. Voilà. Donc, ça me fait particulièrement plaisir de les voir ici parmi nous ce matin. Un dernier mot avant la petite démonstration. Je voulais remercier Pierre-Guy Bintif et Maryse Bresson pour leur confiance et Yara Audroche pour son soutien sans faille sur ce projet durant ces derniers mois. Voilà, je passe à la démo. Donc, je voulais vous montrer très rapidement. Je vais enlever. Voilà, on va passer en plein écran. Je voulais montrer très rapidement ce qu'était notre espace SHS face au Covid-19 au départ. Juste pour vous rappeler, donc il y a cette partie analyse et débat avec tous ces articles qui a fait l'objet du projet de recherche et aussi de ce colloque. Mais je vous invite à aller voir. On a aussi tous les appels, les enquêtes et les ressources qui sont à disposition. Donc, ce que je vais vous présenter ce matin,
Voilà, bon, elle est pour l'instant en mode privé, comme l'a rappelé Myriam, c'est pas encore en consultation publique, ça va l'être très prochainement. Donc c'est la page analyse et débat que vous trouvez actuellement sur le site, qui est maintenant formalisée avec un moteur de recherche et qui s'appuie donc sur la base Zotero qui a été alimentée, et la veille va se poursuivre. Alors il faut savoir que sur cette base, il y a beaucoup d'articles qui sont effectivement issus des 5 médias qui avaient été sélectionnés pour l'analyse de Anne-Coralie et Elsa, mais il y a également d'autres médias. Je fais écho au débat qu'on a pu avoir hier. Il y a toute une diversité de médias, vous pouvez les voir ici. Donc voilà, vous avez tout un menu déroulant avec tous les médias qui sont recensés. Vous voyez qu'il y en a un nombre très important. Alors on a à la fois de la presse nationale, de la presse régionale, quelques médias étrangers. On a également des radios, des télés, des hebdomadaires. Donc vous voyez, il y a tout un nombre de médias qui sont concernés, et on dépasse largement. Il n'y a pas uniquement que les grands quotidiens nationaux. Donc, par rapport à cette base de données, on a repris les thématiques qu'on avait dégagées au départ sur notre veille. Donc, la place du chercheur, lien social, inégalité, santé, éducation, bien-être, regard sur l'économie, droit et liberté, gouvernance en temps de crise et mutation, approche générale. Donc ça veut dire qu'on peut accéder directement, si je clique par exemple là sur place du chercheur, voilà, je vais avoir tous les articles de cette thématique qui vont apparaître. Donc ça, c'est vraiment une approche très très générale. Et puis, quand on clique sur les liens, on peut avoir accès aux articles. Donc ça, c'est le premier point d'entrée. Et après, au niveau du moteur de recherche, on a toute une possibilité de recherche croisée. On peut par exemple choisir, pour ne citer que notre partenaire, tous les médias, tous les articles par exemple qui ont été publiés dans The Conversation. Et donc dans The Conversation, on a tous ces articles qui apparaissent directement. Après, on peut, et bien sûr, donc on a accès aux articles. Après, on peut faire des recherches croisées, par exemple tous les articles de The Conversation qui portent sur la thématique santé, éducation, bien-être. Et donc là, on va avoir après tous les articles qui portent sur cette thématique. Et ce qui est très intéressant également, c'est qu'on peut faire des recherches par mots-clés. Il faut savoir donc que les articles sont tous catalogués avec des mots-clés. Et ce moteur de recherche avec des mots-clés permet d'accéder directement aux articles concernés. Alors je prends quelques exemples. Par exemple, si je veux tous les articles qui ont attrait à la recherche, voilà. Donc là, vous avez des articles sur la recherche biomédicale, mais aussi sur le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. On parle de sciences ouvertes, on parle de défis pour la recherche, on parle de la recherche scientifique et de sa place, des modalités de financement de la recherche. On a toutes les thématiques qui sont ici évoquées en fonction des mots-clés. Je vais prendre un autre mot-clé. Par exemple, voilà, par exemple, quelque chose d'un peu plus polémique. Par exemple, je tape le mot-clé Raoult et je vais avoir tous les articles qui parlent de Didier Raoult et des sujets qui ont été évoqués, donc symptômes du malaise démocratique, la preuve par le professeur Raoult, les leçons d'une ascension. On a tous les articles qui concernent la personne, et puis tout ce qui a été évoqué dans les médias par les chercheurs en SHS à ce sujet. Après, on peut aller sur des thématiques un petit peu plus ciblées, par exemple tout ce qui touche
à Stop Covid. On en parlera d'ailleurs cet après-midi. Voilà, on a des articles divers de divers médias sur Stop Covid et les questions et les interrogations posées par cette application et sa mise en place, donc avec un certain nombre d'articles. On va peut-être arrêter là, Eric, sur la démo de la base de données. Oui. Peut-être pour poursuivre sur les implications donc, des uns et des autres, et éventuellement revenir. Enfin, moi, Bien sûr. D'ailleurs, j'aurais plein de questions, mais je ne sais pas si on aura le temps. Juste une question, il y a eu des accords avec des médias ou c'est... Alors, pour l'instant, non, mais on va mettre ça en discussion. Il y a certains médias gratuits. Évidemment, les articles sont accessibles. Ouais. Pour le reste, au moins à des fins de recherche, effectivement, il faut qu'on puisse mettre ça en place. Ouais. Donc, pour terminer, mise en ligne normalement le 19 octobre. Voilà. Merci. Merci Yara, pour votre attention. Merci beaucoup, Eric. Yara, si tu as un mot à dire ou juste 2 minutes pour passer le... Je remercie tout le monde encore une fois de ce travail vraiment collaboratif. Comme j'ai dit hier vite fait que c'était un plaisir et vraiment cette session c'est pour vous remercier encore une fois et comme on l'avait dit avant, vous faites partie de notre groupe de travail. On s'est sentis tout de suite tous vraiment bien impliqués dans le projet, ce qui a fait qu'on a réussi malgré le confinement, les difficultés, chacun avec ses compétences et complémentarités. Faire vraiment en brique tout notre projet et réussir. Et donc, pour la base de données, il reste encore une semaine pour harmoniser le tout, mettre les mots-clés. Donc, il reste encore un petit travail à faire. Et ça sera lancé la semaine prochaine. Donc, j'espère bien. On avait donné date limite le 19 octobre. Vous allez pouvoir consulter toute cette base de données qui va être amenée aussi à évoluer, prendre plus de médias autant qu'on peut selon les moyens qu'on a. Voilà. Merci encore à tous. Merci Yara. Donc Sarah Tandar, donc ingénieure humanité numérique à la MSH Monde. Donc c'est à vous. Bonjour. Tout d'abord, je tenais à remercier toute l'équipe de la MSH Paris-Saclay pour cette invitation à participer à cette table ronde aujourd'hui. Donc, je vais revenir déjà sur ma participation au projet d'évolution donc, du secteur SHS face au Covid-19 du site de la MSH Paris-Saclay. Donc, moi, j'ai participé en fait à toute fin avril, le 28 avril précisément, quand j'ai fait mon travail pour préparer cette table ronde. Donc, c'était le 28 avril où j'ai été contactée par donc Myriam Danon, avec qui j'avais eu l'occasion de travailler auparavant à la maison Archéologie et Ethnologie René Ginouvès. Et donc, notre premier échange a vraiment porté sur les besoins en termes d'accompagnement, ce que j'appellerais opérationnel, mais qui en fait, finalement, c'est les compétences dans le domaine de l'ingénierie de la recherche, pour consolider l'équipe projet qui était en place au tout début. Et donc l'idée, c'était de pouvoir donc avoir une équipe plus solide, plus riche en termes de compétences pour la conception d'un système qui soit plus performant que donc celui qui avait été évoqué et qui est au tout début. L'idée étant d'automatiser en partie l'alimentation de la rubrique Analyse et débat, qui propose donc un corpus de références bibliographiques de publications de chercheurs. Donc, suite à cet échange, il y a eu des réunions de travail avec l'équipe projet où on a pu donc identifier 2 profils en termes de compétences qui seraient donc qui étaient utiles pour mener à bien le projet. Donc, un profil de documentaliste pour effectivement la base de données et un profil d'informaticien spécialisé plutôt en développement web. Et l'idée de départ était donc bien de mobiliser des ressources au sein des MSH, ce qui, dans le cadre d'un projet à dimension nationale, prend tout son sens. Et c'est dans ce cadre en fait, que donc, Stéphanie Lévesque a rejoint l'équipe. Voilà. Donc, pour revenir à mon rôle, en fait, moi, ça a été essentiellement en fait, un accompagnement à la définition des besoins. Aussi, donc, dans un premier temps, sur les compétences requises, mais également en termes fonctionnels, puisque j'ai donc participé à la rédaction à la mise à jour, du cahier des charges, avec des spécifications sur donc, l'automatisation de l'import des références qui étaient donc, dans la base de données Zotero pour qu'elles soient implémentées sur la rubrique Analyse et débat du site, également sur le développement du moteur de recherche,
pour qu'ils puissent indexer toutes ces références bibliographiques depuis Zotero, et également l'affichage de ces informations sous forme de notices sur les pages web. Donc tout cela a pu être mené en étroite collaboration avec l'équipe projet, aussi bien en termes de suivi, en termes d'échange, en termes de validation. Il y a eu également un volet, mais finalement on n'en a pas forcément encore parlé, mais j'en parle moi, de recherche de connexion possible aussi avec la base de données qui a été mise en place par l'UMR Pacte, à la suite de l'appel à projet de la MSH Alpes-Grenoble, qui proposait de constituer un collectif de travail en sciences humaines et sociales pour l'étude de l'impact sociétal du coronavirus. Et donc là, on a donc été mis en contact, et c'est effectivement Myriam Danon également qui nous a mis en contact avec Thierry Bontemps et une collègue documentaliste, malheureusement son nom m'échappe. Et donc les ponts qui pouvaient être faits avec cette autre base de données, effectivement portaient essentiellement sur les mots-clés, mais également sur ce qui était discipline, affiliation et éventuellement nom d'auteur. Voilà, donc pour créer une interopérabilité aussi, puisqu'on était toujours dans la même démarche autour de la crise sanitaire. Voilà. Donc voilà, là je vous ai présenté rapidement mon rôle. Ce que j'ai trouvé vraiment assez fort dans ce projet, c'est qu'en fait, en préparant la table ronde, j'ai réalisé qu'on avait fait tout ça dans un délai extrêmement serré. Et je pense que ça, évidemment, c'est totalement lié au fait qu'on était des compétences totalement complémentaires, que chacun a pu amener sa brique, et en plus en très bonne intelligence, en termes de réactivité, en termes de suivi, enfin tout ça a pu s'être fait de manière extrêmement fluide. Et je pense que voilà, parce que finalement, donc moi, le premier contact, c'était le 28 avril, et le 2 juillet, il y a eu la remise du cahier des charges, donc là pour ma partie, et je me suis rendu compte que finalement, malgré la distance, malgré le fait qu'on ne se connaissait pas forcément, qu'on n'avait jamais travaillé ensemble, tout ça a pu fonctionner. Et ça, je tiens aussi à souligner la coordination, parce que ça, c'est exactement le rôle de la coordination, et cette coordination est nécessaire, parce que même si on a toutes les compétences, il faut pouvoir ensuite suivre ce travail et être effectivement réactif. Moi, j'avais des questions, enfin, avec Stéphanie, on a pu échanger aussi, enfin, et donc tout ça a pu fonctionner finalement dans un délai extrêmement resserré. Et peut-être après, moi, la seule, parce qu'on parlait des limites, c'est qu'en fait, la question s'était posée en fait avec Eric de peut-être que je suive le développement également. Et c'est là où moi, donc, après la réflexion, je ne me suis pas engagée là-dedans, parce qu'en termes de temps aussi, je n'avais pas forcément le temps de pouvoir poursuivre. Et ça, c'est peut-être cette limite, c'est de ne pas avoir suivi l'ensemble de la réalisation, et que finalement, je découvre aussi aujourd'hui. Et ça, côté un peu frustrant, j'aurais adoré pouvoir être plus avec vous aussi sur cette partie-là. Mais voilà, mais c'est aussi, comme on l'a dit, c'est la fabrique d'un projet en temps de crise. Donc on s'arrête à un moment et puis les choses se poursuivent, et ça, c'est aussi la force de ce projet-là. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup, Sarah. J'en profite pour insister, je dirais, sur l'importance de postes comme celui qu'occupe Sarah à la MSH Monde. Et je profite aussi de la présence de Lionel Morel, donc, qui est directeur adjoint scientifique IST à l'INSHS, mais bien sûr, ce n'est pas qu'à destination du CNRS. Je crois que, au sein des MSH, d'avoir des postes comme Sarah, et je dirais qu'on l'a construit ensemble, hein, quand vous êtes arrivée, Sarah, en 2015, je crois, à la MSH, parce qu'à chaque fois, j'oublie la date, on se posait beaucoup de questions, on se disait comment on va le faire, etc. Et honnêtement, 5 ans après, l'importance de votre rôle pour l'accompagnement justement des chercheurs, de les guider, en fait, de les guider et de savoir à qui faire appel, comment, enfin voilà. Donc vraiment, j'en profite pour insister sur l'importance de ces postes-là. Donc les autres aussi, mais voilà. Alors, je passe la parole à Stéphanie Lévesque. Donc Stéphanie Lévesque, responsable, je vois, de la bibliothèque mutualisée à la MSH Ange-Guépin. C'est la première fois aussi qu'on se rencontre physiquement. Bonjour à tous. Moi, effectivement, je remercie également la MSH Saclay de m'avoir invitée à ce colloque qui, pour moi, clôture ma collaboration sur le projet, sur la crise liée au Covid. Plus généralement, je remercie également Yara et Eric de leur accueil tout au long du projet, et d'avoir eu le sentiment de vraiment faire partie d'une équipe, et à chaque instant. Donc, merci à vous. Donc moi, j'ai été en fait contactée d'abord par mon directeur d'unité, ma secrétaire générale. On était en confinement, chacun chez soi, et pour participer en fait à ce projet
inter-MSH sur la crise du Covid. Donc, ils m'ont indiqué en fait qu'il y avait peut-être une collaboration à mener avec la MSH Saclay et plus largement avec le réseau des MSH. Donc, j'ai lu le cahier des charges et effectivement, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à mener et une collaboration à mettre en place. Donc, j'ai assisté à une première réunion pour ma part en mai, il me semble, en visio, pardon. Et donc, à l'écoute en fait des besoins, j'ai proposé rapidement la mise en place d'une base biographique sous Zotero. Donc, cet outil Zotero, je l'avais déjà utilisé avec des chercheurs de la MSH, Ange Guépin à Nantes, sur différents projets. Et je connaissais effectivement l'intérêt de cet outil pour plusieurs raisons. D'abord, pour une normalisation des données. C'est-à-dire qu'en fait, on récupère les informations et très rapidement, ils sont normalisés. Également, par un import automatisé de l'information. Donc, c'est également quelque chose qui était intéressant parce que ça permettait assez rapidement en fait, de compléter cette base et de la constituer. Également par le travail aussi Zotero permet aussi un travail collaboratif. Donc, sur une période un peu particulière avec un travail à distance, c'était également quelque chose d'assez intéressant pour tout le monde. Et également l'insertion en fait, de l'outil et de la base de biblio à toute la communauté scientifique et de chercheurs qui utilisent des bases biographiques Zotero sur d'autres thématiques, mais par contre avec une collaboration possible par la constitution de librairies. Et enfin, par l'indexation du contenu. L'indexation, c'est-à-dire la mise en place de mots-clés. Donc, très rapidement, j'ai pu travailler avec Sarah et Eric pour la constitution de cette base. Donc, on a mis en place, en fait, cet outil, un mode de fonctionnement. Et puis, lorsque la base a été lancée, que chacun a pu y participer, j'ai proposé, donc ça, c'était le deuxième point du cahier des charges, en fait, la mise en place pour moi d'un outil de veille. Donc, cet outil de veille s'est fait sur InnoRider, qui est un autre outil libre, un accès également assez facile pour toute personne. Et donc, en fait, avec une connexion gratuite et donc la mise en place en fait, de veille sur un certain nombre de références, d'articles. Voilà. Du coup, moi, ce que j'ai trouvé assez intéressant, en fait, c'était ce travail inter-MSH. Également, la possibilité, finalement, de pouvoir travailler ensemble. C'est vrai que il y a un travail qui se fait entre MSH et entre collègues. Mais par contre, ce que j'ai trouvé, c'était que par la distance, en fait, on travaille plus facilement avec quelques MSH autour de choix au niveau régional. Et finalement, de mettre en place ce travail à distance nous a permis de travailler avec Sarah et Eric d'une façon beaucoup plus simple. Et je ne sais pas si c'est quelque chose qui aurait pu se mettre en place sans cette période-là assez particulière. Voilà. Merci. Merci beaucoup Stéphanie. Donc maintenant, je passe la parole à Elsa et Anne Coralie. Je n'ai pas écorché. Ouais. Voilà, donc ils ont pris en fait la base de données après. Enfin, oui, c'est voilà. Ça. On ne se connaissait pas. Exactement. C'est la première fois aujourd'hui d'ailleurs qu'on se rencontre tous, ce qui est un vrai plaisir. Donc nous sommes Anne-Coralie Bonner et Elsa Bansard, donc les deux ingénieurs de recherche. Nous, on a commencé notre travail le 10 août. Je ne sais pas si... Il est ouvert, mais il faut s'approcher. Bon. Donc, c'est ça. Donc, nous sommes les deux ingénieurs des recherches. Anne-Coralie Bonner a réalisé une étude quantitative à partir de la veille documentaire réalisée et moi, une étude qualitative que nous vous avons présentée hier. Afin de resituer notre place dans le projet du site web et de la veille documentaire elle-même, en fait, quand nous sommes arrivés le 10 août, nous, la base Zotero était en place avec 128 articles dessus. Nous avons dû alors construire dans l'urgence notre corpus de recherche de manière plus systématique pour pouvoir présenter quelque chose. Donc, hier, nous avons choisi 5 grands médias, Le Monde, Le Figaro, Libération, AOC et The Conversation, pour pouvoir réaliser une veille systématique en fait, des articles allant du 1er mars au 31 juillet 2020
pour pouvoir voilà, construire nos études. En tout, nous avons collecté plus de 1100 articles. Nous les avons répertoriés donc, sur Zotero, puis réalisé un travail d'analyse qualitative et quantitative à partir de grilles Excel avec des critères voilà, de contenu, l'intention, les références, les mots-clés, etc. Et puis en plus, nous avons réalisé des lectures complémentaires, évidemment. Et tout ceci à deux, en 2 mois et 3 jours aujourd'hui. Voilà. D'ailleurs, Eric a évoqué le fait que vous avez travaillé à distance sur cette base. Et ben, en fait, nous aussi, on a commencé le 10 août, mais on a commencé le 10 août à distance parce que l'ENS était fermé, qui héberge la MSH. Et on a travaillé de manière assez intense, Elsa et moi, parce qu'on s'est dit, en fait, il nous reste 2 mois pour présenter des résultats qui tiennent la route, quand même. Pour leur systématiser la veille, remplir d'abord Zotero sur tous les médias, les 5 médias qu'on avait choisis, ajouter un certain nombre de médias complémentaires qui apparaissaient si jamais il y avait des choses qui nous passaient sous le nez. On se disait, tiens, il y a eu une interview la dernière fois dans tel truc, on va les rajouter. Et puis ensuite concevoir la grille d'analyse, concevoir les études et puis présenter et préparer les résultats. Et du coup, la première fois que j'ai vu Elsa, en fait, le 24 août, en direct, donc dans cette institution, j'ai eu l'impression que je la connaissais déjà et que ça faisait 3 ans qu'on travaillait ensemble. Mais en fait, on s'est rendu compte, non, c'était pas le cas, on avait commencé 2 semaines avant. Voilà. Et du coup, nous, ce qu'on a un peu regretté aussi, effectivement, ça a été d'arriver un peu au dernier moment et de ne pas avoir l'occasion de travailler justement avec ce qui avait été mis en place avant, avec les autres ingénieurs de recherche qui avaient préparé la base, comment ça avait été préparé, ce genre de choses. C'est ça. Merci beaucoup. Oui, j'oublie Solène. Solène Bénard, qui est donc à distance, qui, elle, est indépendante, graphiste, et donc qui a travaillé à la réalisation du site en lien, elle va nous expliquer, bien sûr, avec son équipe, enfin avec un informaticien. Donc, Solène, c'est à vous. Oui, bonjour. Alors comment ça s'est passé? Moi, j'ai pas conçu le site en entier de la message, mais juste de la partie interface que vous avez vue en démonstration tout à l'heure. Moi, on est venu me chercher pendant l'été. On m'a envoyé un cahier des charges. On m'a rappelé, on m'a dit, tu sais, on a beaucoup d'articles répertoriés dans une base de données et on aimerait bien que ça puisse être accessible depuis notre site internet et qu'on puisse filtrer, faire une recherche croisée, qu'on puisse s'y retrouver en fait à l'intérieur de toutes ces références. Et ça dans un délai extrêmement restreint, c'est-à-dire pour aujourd'hui. Et donc, je me suis dit, alors, comment faire pour que je puisse répondre à tout ça dans les délais? Dans les délais, c'est le fait que ça ait été court comme ça, je me suis dit, je vais plutôt proposer un outil que j'avais déjà expérimenté sur d'autres sites et qui pouvait répondre quand même en grande partie à ce besoin de recherche, donc de mise en place d'une interface ergonomique pour l'utilisateur final, pour le public, pour qu'il puisse s'y retrouver avec tous ces filtres, que ça soit croisé, etc. Et donc, voilà, je me suis dit, on peut tenter. On peut tenter ça avec mon collègue qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui, lui, s'est chargé vraiment de la partie très technique, d'importer toute la base Zotero dans le site WordPress, d'installer et de configurer le moteur de recherche en particulier. Et moi, je me suis plutôt occupée de la prise en main, on va dire, du projet, de la maquette, de l'interface, à quoi ça va ressembler, quelles couleurs, comment les résultats vont s'afficher. Et puis, j'ai fait tout le lien avec David, entre la MSH et tout ce qu'on me demandait, et David qui s'est occupé vraiment de la partie technique. Donc voilà, c'était très intéressant de mon côté de plonger dans cet univers-là que je connaissais pas du tout, en fait, les sciences humaines et sociales. Au début, moi, j'étais là, c'est quoi SHS? Ah oui, sciences humaines et sociales, ok, d'accord. Mais l'expérience était hyper intéressante de rencontrer. Je me suis rendu compte que
depuis chez moi, à distance, en tant que freelance, ben, je pouvais quand même être catapultée dans toute une équipe de recherche et d'apporter des solutions finalement qui vont quand même tenir la route assez rapidement, de manière assez rapide. Donc ça, c'est vraiment super chouette. Donc voilà, je vais remercier vraiment Yara et Eric pour leur persévérance et leur proposition de tout ce travail. Voilà. Merci beaucoup, Solène. Donc, on a un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure pour des questions. Donc, avec la salle, et je ne sais pas s'il y a des questions, comment ça se passe. Présente-toi peut-être, Oui, Chiara. bonjour. Moi, je suis Chiara Chelini, je suis animatrice des communautés au sein du réseau national des maisons des sciences de l'homme. J'aurais voulu juste en savoir plus sur vraiment les processus de coordination que vous avez pu mettre en place sous la méthode, c'est-à-dire comment ça s'est passé quand vous faisiez des visios pendant les confinements. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait une idée, du coup l'a communiqué à l'autre? Comment vraiment vous avez réussi à structurer un gros projet, gros et beau projet comme ça, en mettant en commun les compétences, en faisant de la capitalisation? Et disons, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que je travaille au réseau et notamment dans les cadres de mes fonctions, parce que dans tous les groupes de travail qu'on anime, il y a toujours de la capitalisation, de la mise en commun des compétences. Et je voulais en savoir plus sur un cas concret, pratique, un projet pratique et concret comme les vôtres, comment ça s'est passé, même... alors, ça ne doit pas être forcément une réponse technique, mais même vraiment d'un point de vue humain aussi. Merci. Je peux peut-être répondre. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a évolué en fonction du projet, en fait, et en fonction de ce qu'on avait trouvé comme compétences. Donc, forcément, en confinement, c'est pas facile, mais finalement, on trouve que c'était plus facile dans notre cas, parce que on était dans notre cas, parce que chacun vient d'un lieu géographique un peu loin. Ce que nous, on avait un besoin spécifique, mais on savait pas facilement ou exactement la technique qu'il faut. On voulait forcément archiver d'une manière systématique, automatisée, mais on savait pas comment. Et avec le temps et avec les réponses qu'on a eues, ça nous a permis d'ajuster en fait ce qu'on a trouvé comme compétences pour pouvoir avancer avec ce qu'on avait envie de faire. Donc c'était des visioconférences. On s'est lancé, donc tout d'abord on a demandé à Myriam, mais après c'était des emails envoyés à l'ensemble des secrétaires généraux du réseau pour chercher des compétences. Donc, on a trouvé une partie des compétences, puis après, l'autre partie, la partie web, on a cherché aussi plusieurs personnes. Solène, c'est quelqu'un que je connais auparavant, j'ai travaillé avec elle. Donc, tout d'abord, elle n'a pas raconté le début de l'histoire. Donc, je lui ai contacté en lui disant, on a besoin de toi, voilà le cahier de charge. Elle me dit là, c'est très compliqué, j'ai pas vraiment assez de technicité, je ne peux pas le faire. Après, on a réfléchi avec Eric parce qu'on avait vraiment besoin et on commence à perdre un peu le temps. Il fallait qu'on avance. Donc, on a pensé avec Eric comment on peut faciliter un peu le cahier de charge pour que on trouve en fait quelqu'un. C'était ça vraiment la phase difficile, c'est de trouver un web développeur qui peut faire la base de données et l'interface web. Et donc, on a un peu négocié avec Solène. J'ai, comme elle dit, la persévérance. C'est vrai que j'ai insisté pour qu'elle accepte cette mission, qu'elle a accomplie vraiment bien. J'espère bien, en tout cas, pour la semaine prochaine. Donc, c'est comme ça que ça a vraiment... C'était cette vision sur toutes les compétences qu'on a pu vraiment coordonner en fonction de ce qu'on avait et adapter nos besoins en fonction aussi. C'était surtout ça, en fait. On n'avait pas vraiment une fiche spécifique. On a monté le cahier de charge, mais on a pu l'adapter aussi en fonction de ce qu'on avait eu comme retour, en tout cas. Il y avait Pierre Guibentif qui voulait prendre la parole. Merci beaucoup. Oui, j'aimerais d'abord, je veux dire, c'était extrêmement réjouissant pour nous d'entendre d'assister à cette session, je veux dire. Et
j'hésite un peu à le dire, mais je voudrais quand même rappeler, je ne sais plus qui, à un moment donné, m'a dit que, ayant approché une des participantes à cette session, la personne en question aurait répondu qu'elle ne voyait pas très bien pourquoi une session de ce type dans un colloque sur un thème, les SHS, etc. Donc, si j'ai bien compris, depuis, tout le monde a bien compris. D'ailleurs, donc je sais que cette session a été préparée par tout un travail de préparation qui nous a complètement échappé et dont je vous félicite, dont nous vous félicitons. Ce que je voulais dire en complément à la question, enfin je me permets un complément à la réponse à la question de Chiara, de mon point de vue, qui est que il y a, en effet, ça a été dit à un moment donné, je ne sais plus par qui, un rôle absolument déterminant de coordination de Yara et Eric. Alors, ce que j'aimerais, et en fait, je crois qu'on pourrait le dire, Yara, Eric et Myriam, puisque c'était la coordination de quelque chose qui a fonctionné un peu au niveau du réseau, pas uniquement au niveau de la MSA. La coordination supposait, et au moment où Yara parle qu'il a fallu faciliter le cahier des charges, qu'il n'y avait pas de fiche, je ne sais plus quel était le terme, il n'y avait pas de fiche initiale ou quelque chose comme ça. Voilà, on n'a pas de technique. Voilà, mais par contre, ça, je vais quand même le rappeler, il y avait des demandes de la coordination du projet, en partie de la direction. Donc, il y avait tout un besoin exprimé par un peu toute l'équipe engagée dans le projet. Et la coordination, là, signifie à la fois prendre connaissance de ces besoins, les renégocier, vous en demandez trop, ça ne peut pas être comme ça, les renégocier et ensuite mettre en œuvre, et ça, pour reconnaître qu'on en est très reconnaissant, et c'est probablement capital que ça puisse fonctionner comme ça, les mettre en œuvre avec une énorme autonomie, c'est-à-dire sans plus nous solliciter et en organisant à un autre niveau un travail qui a pris sa propre logique. Voilà. C'est juste un complément sur le comment ça s'est passé. Je crois que c'est ces différents plans qui ont fonctionné chacun à leur niveau, un projet de recherche, le développement d'un outillage et un palier de coordination entre les deux qui a une importance déterminante. Et vraiment, moi je remercie aussi beaucoup Pierre-Guy Bentif et Maryse Bresson parce que vous avez, je me souviens quand j'étais derrière mon écran et quand vous en avez parlé, je me suis dit bon allez, je vais oser dire qu'on a besoin d'ingénieurs de recherche, ingénieurs IT, ingénieurs techniciens, etc. C'est pas toujours évident pour nous et je trouve que vous avez tout de suite rebondi en accueillant ma proposition de façon très constructive et chaleureuse. Et franchement, moi ça me conforte dans ce qu'on doit faire. Et un grand merci aussi pour cette table ronde que vous avez organisée dans le cadre du colloque. Je pense que ça a toute son importance. On avance. Merci. D'autres questions ? Si vous pouvez vous présenter. Oui, merci. Thierry Doré, vice-président recherche et valorisation de l'Université Paris-Saclay. J'avais une question sur la fabrication, alors je ne sais pas qui est en mesure de répondre, relative aux hypothèses que vous avez faites sur les usagers de la base. C'est-à-dire que la structuration d'une base de données et d'une interface, ça nécessite certainement de s'interroger un peu sur la diversité des usagers et des usages qui vont être faits de la base. Et du coup, comment est-ce que vous avez géré ça dans le temps contraint de la fabrique de l'outil? Est-ce que vous avez pu avoir une liste de bêta-testeurs? Comment est-ce que vous avez conçu l'interface en tenant compte des usagers et des usages? Oui, alors pour en revenir au public cible, je dirais que
On y a réfléchi évidemment, mais au départ, on a eu, je le rappelais tout à l'heure, un espèce d'impératif. Et on s'est dit, on doit témoigner de cette activité et recenser tous ces articles. Et on s'est vite dit qu'effectivement, ça pouvait intéresser tous les chercheurs en SHS, de faciliter ce travail de recensement, de mettre à disposition ce recensement et de permettre des recherches avec un outil structuré. Mais on s'est dit aussi que ça pouvait intéresser un plus large public, parce qu'il y avait aussi énormément d'articles de médias, donc qui étaient évidemment sur une thématique qui touchait tout le monde et qui était aussi plus accessible au grand public que des publications scientifiques plus pointues. Et on n'a pas eu vraiment de processus très développé de ce type, avec des testeurs, avec ce genre de choses. Ça s'est fait de manière beaucoup plus pragmatique, dans des délais très contraints, avec une petite équipe. Mais on a cette envie que l'outil vive aussi après, que ce soit pas uniquement... que l'outil ne soit pas seulement le témoignage de cette période, mais qu'il vive aussi. On a encore des articles, la veille, elle continue, et l'outil va continuer d'être alimenté. C'est peut-être là aussi où il faut associer d'autres compétences même si c'est peut-être les limites aussi d'une fabrication, je dirais, d'un projet, en temps de crise de façon très rapide. Peut-être, je ne sais pas si c'est tout à fait la question, mais pour compléter un peu, en fait, au départ, ça a été une démarche, alors c'est la préhistoire de la préhistoire, quasiment par rapport à ce qu'on disait, hein. Donc la genèse même de l'idée de site et de faire un secteur web et de commencer effectivement à ranger les premiers articles qu'il y avait. Et donc là, c'est parti en fait de manière très inductive à partir des premières lectures, des premiers articles qui sont arrivés, et aussi de notre volonté d'être pluridisciplinaire et donc d'accueillir des articles de différentes disciplines. Et assez naturellement, mais de manière assez intuitive également, on observe qu'il y a des articles d'ailleurs qui après sont moins développés qu'on ne le pensait, mais malgré tout, c'était présent dans les articles eux-mêmes sur la place du chercheur. Les sociologues interviennent beaucoup sur le lien social, dans les questions de distanciation ou d'inégalité. Des juristes, mais aussi d'autres, vont intervenir sur les questions des droits, de l'application Stop Covid, des libertés. Et donc, assez vite émergent des thématiques qu'on a rediscutées après, hein, mais qui sont assez vite dégagées et dans lesquelles on a commencé à trier et à mettre les articles. Et finalement, on a eu pas mal de discussions, mais en fait, globalement, ça a tenu et ça a donné la première trame sur la base de laquelle s'est fait la suite du travail aussi. Donc, c'était quelque chose qui s'est fait sans grande réflexion non plus, hein, mais un peu dans nos perspectives. Et voilà, et de manière assez intuitive finalement. Mais à se poser peut-être la question de la communication et de la diffusion de la base de données. Hein. Juste un complément possible de réponse à la question de Thierry. Il y a eu un moment un petit peu plus spécifique. Donc, d'abord, naturellement, dans l'urgence, on n'a certainement pas fait tous les tests souhaitables et ce sera mis en ligne le 19 et à partir de là, il faudra être attentif au retour des usagers. Il faudra autant que possible évaluer ce que ça donne et faire évoluer, améliorer l'instrument. Mais dans la mise au point initiale, j'aimerais quand même rappeler ce moment qui a été un échange avec Solène, donc ici présente, qui est j'espère que je n'utilise pas une terminologie qui va la scandaliser, qui est une dessinatrice de sites web, qui a une expérience professionnelle des visiteurs de sites web et qui à différents moments est intervenue dans nos échanges, défendu dans nos échanges cette expérience. Les usagers s'attendent à ceci, à cela, à une ergonomie comme ci, comme ça. Et on s'est retrouvés, Maryse et moi, à réagir à à cette perception de l'usager, certainement le plus fréquent de sites web, avec nos habitudes de chercheurs en disant
certainement des chercheurs vont peut-être chercher ou se sentir capables de faire ceci ou cela sur une interface que d'autres usagers ne chercheront peut-être pas ou préféreraient ne pas avoir, mais nous sommes certains que des chercheurs seront heureux de trouver ça. Et Solène en a tenu compte dans une certaine mesure, et je crois que cet échange a certainement été un moment où exactement cette question était en jeu. Quel sera l'usager et comment dessiner l'outil pour cet usager? À partir d'une expérience professionnelle de certains usagers et d'une expérience non professionnelle hors web d'autres usagers. Peut-être Solène pourrait compléter. Tu veux compléter, Solène? C'est effectivement ça, c'est ce qui s'est passé pour le site. Oui, bah, effectivement, moi, je suis, quand vous m'avez présenté le projet, vous aviez déjà une certaine idée de comment vous vouliez filtrer, comment vous vouliez organiser la recherche. C'est vrai que moi, j'ai toujours ce réflexe-là de me dire si c'était moi le public, si c'était moi qui n'y connais rien, a priori, et si c'était un chercheur, et si c'était un étudiant, et si c'était voilà, comment je pourrais m'y retrouver là-dedans. Et c'est toujours ça qui m'intéresse, c'est vraiment de prendre le point de vue de celui qui vient chercher son information. Et effectivement, vous aviez certaines idées. Au début, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que vraiment ça va le faire? Et je pense que voilà, on est arrivé à quelque chose qui va fonctionner à la fois pour les chercheurs, à la fois pour d'autres personnes qui ont plus l'habitude de chercher par exemple avec la recherche libre ou voilà, ce genre de choses. Donc voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Moi, j'ai envie de poser la question de quid de la suite. Peut-être la question qui fâche. Mais voilà, qu'est-ce qui va se passer après? Parce que là, c'est vrai que ça s'est construit rapidement, en temps de crise, avec les compétences des uns et des autres. Comment est-ce que vous allez poursuivre l'alimentation de la base de données, éventuelles analyses? Oui, donc juste un premier élément de réponse. Il faudrait réserver la réponse plus complète pour cette fin de journée, pour les prochains jours, pour quelques mails et quelques visios dans les prochaines semaines. Mais donc l'idée, en effet, de toute manière, est de, comme prochain jalon, de produire quelque chose d'écrit qui puisse circuler dans quelques mois et qui devra prendre appui non seulement sur ce à quoi on a assisté dans les mois qu'on considère dans cette journée, c'est-à-dire une explosion de textes autour d'avril et puis une accalmie. Qu'est-ce que ça va être dans les prochains mois? Ça devra aussi être pris en compte. Donc l'outil doit être développé. Ce que je voulais juste dire maintenant, c'est rebondissant sur une référence qui a été faite, je crois par Sarah, nous n'avons pas perdu de vue la perspective d'une articulation avec la base montée par la MSH Alp. En effet, ça fait partie de ces opérations qu'il nous a fallu reléguer au second plan à un moment donné face à l'urgence de toutes les autres questions. Mais ça, c'est un développement dans le cadre du réseau qui s'impose. Il doit être pensé, il doit être discuté, on doit se rencontrer. Ce n'est pas perdu de vue. Et je rajouterais que dans ce cadre-là de travail collaboratif au sein du réseau entre les MSH, on a eu la chance, et je ne sais pas si elle nous écoute là, de pouvoir recruter Claire Pouly, donc ingénieure valorisation recherche et qui accompagne l'ensemble des MSH en appui à la coordination nationale HS3P et qui voilà, et donc là elle sera très certainement, c'est elle, je dirais maintenant, qui va aussi entrer dans la danse et qui va pouvoir aussi vous accompagner et poursuivre les différentes initiatives des MSH. Voilà, oui, et essayer de faire en sorte aussi de dégager des grappes scientifiques. On a déjà fait connaissance. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, je vous remercie encore une fois pour ce travail collaboratif de ce projet réussi, j'espère. Merci à vous.